Comme il est de tradition à chaque rentrée scolaire, la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES tient sa rentrée solennelle 2 semaines après la rentrée scolaire. Moment de retrouvailles, mais surtout, pour recevoir les nouvelles consignes pour la rentrée qui démarre, le coordonnateur national des COJES en a profité pour interpeller les gestionnaires des COJES sur les cotisations anarchiques qu'ils font subir aux parents d'élèves. Pour David Kwadjo Kwame, il faut renouer avec les assemblées générales des COJES qui sont les cadres légaux pour l'adoption du plan d'action de l'année au sein d'un établissement. Les textes disent qu'au cours de l'Assemblée générale, on délibère et on décide de ce que nous voulons faire pour l'école. Mais si on lève une cotisation, c'est par rapport au nombre d'enfants qui se trouvent dans l'établissement. Les enfants ne sont pas encore inscrits. Je conçois difficilement qu'on lève une cotisation qui s'impose à ces enfants qui sont à l'inscription. Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Cabran Assoumou a insisté sur le respect des thèses fondateurs des COJES. Nous travaillons sur une population qui est très diversifiée. Il faut user de beaucoup de communication pour expliquer le bien fondé des choses, faire adhérer la plus grande partie de nos parents aux causes de l'école que nous défendons. On dénomme un peu plus de 1000 comités de gestion des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. En début de rentrée scolaire, les cotisations levées par les COJES ont suscité une vague de protestations conduite par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Journée particulière pour Salomon, élève en classe de CM1 à l'école primaire publique Magic System à Marcory, à Noumambo. Il est l'un des bénéficiaires des examens médicaux dénommés santé visuelle. Après un parcours de soins visuels complet, le jeune Salomon sort soulagé. Je suis très content d'avoir une paire de lunettes. Ça va me permettre de corriger les mots quand je voudrais écrire. Plus de 300 enfants de cette école ont bénéficié des soins ophtalmologiques et si nécessaire d'une paire de lunettes correctrices. Ça va me permettre d'avoir la bonne note en classe. Quand on met le son au tableau, je ne vois pas bien. J'ai reçu des lunettes, je vais les voir. L'initiative de la Fondation Magic System et de l'ONG Essilor vise à corriger la vision des élèves. C'est une très belle initiative pour une ONG de tenir compte de la santé visuelle des enfants, surtout en milieu scolaire, sachant aujourd'hui que la vue compte pour au moins 80% dans la réussite scolaire d'un enfant. Souvent, on a certains enfants qu'on croit nuls à l'école, alors qu'après on se rend compte que c'est parce qu'il y a un problème de santé visuelle. Depuis ce matin, un tiers des enfants, c'est-à-dire que sur les 300, il y en a 100 qui ne voyaient pas et qui ne portaient pas de lunettes. Donc on va pouvoir mesurer après, avec l'aide de leurs enseignants et de la directrice, comment la situation de leurs notes va évoluer à partir du moment où ils sont corrigés. Les responsables de l'établissement saluent cette opération. Un enfant qui ne voit pas bien n'a pas un bon résultat. Si les verres peuvent leur permettre de bien lire et puis écrire, ça va booster leurs résultats. Les organisateurs de cette activité n'entendent pas se limiter à cette école. Ils envisagent d'étendre leurs actions dans d'autres établissements scolaires du pays. Rentrée des classes pour les karatékas de la Ligue d'Abidjan Sud et du Sud Komoué. Pour cette nouvelle saison sportive, les karatékas venus de clubs affiliés à l'AICACH ont passé en revue les techniques de combat de la tendance Shotokan. Démonstration, kata, attaque-défense. Une série d'enseignements distillés sous le regard admiratif des élèves, des maîtres de salle et des invités au nombre desquels Assenin Kofi, président de la Fédération togolaise de karaté. Autre point fort de cette journée, l'investiture de maître Tito Tao, ceinture noire 4e dan de Shotokan et 5e dan de Goujuriu pour un nouveau mandat de 4 ans. Réélu à la tête de la Ligue d'Abidjan Sud et du Sud Komoué le 4 avril dernier, cet expert des arts martiaux, assisté d'un comité directeur fort de 16 membres, ne manque pas d'ambition pour le renouveau du karaté dans le Sud Komoué. Je ferai des tournées dans toute la région pour sensibiliser, pour motiver, pour rassembler et pour réconcilier, surtout réconcilier les karatékas
de la zone Abidjan Sud Comoé. Plusieurs membres d'honneur et bienfaiteurs de l'AICACH ont été honorés pour leur contribution à la promotion des arts martiaux dans le Sud Comoé. Lumineuse, végétalisée et surtout plus écologique, voici le nouveau visage de la tour Montparnasse. Fini les vitres opaques, place aux panneaux transparents et aux zones vertes à tous les étages. C'est le projet de 5 architectes parisiens installés pendant 1 an dans la tour. Ils ont séduit le jury en mettant l'accent sur les nouveaux usages. Ouverte 24 heures sur 24, proposant de nombreuses activités. La future tour se veut être le reflet du mode de vie français. Les architectes ont ajouté au dernier étage une serre agricole de 18 mètres à destination du grand public. Transformer ce monolithe parfois mal aimé et énergivore en une tour verte et autonome. Pour la mairie de Paris, membre du jury, ce projet est une première étape pour changer l'image de la capitale. Nous souhaitons, dans la concertation, trouver des solutions pour rénover ce quartier, rénover ses espaces publics, le rendre plus vert, plus piétonnier. Bref, effacer un certain nombre de blessures, on peut utiliser ce mot-là, infligées au quartier Montparnasse. Coût total de la rénovation, 300 millions d'euros entièrement financés par les 40 copropriétaires de la tour. Un lifting nécessaire selon le syndicat. Le bâtiment en phase de désamiantage devrait être plus attractif. Ça sera une tour écolo et j'ai même envie de dire que ça sera une tour sûrement dans le monde la plus en avance sur son temps. On va également utiliser l'énergie éolienne des façades pour, on va dire, ventiler les bureaux. Donc on va faire en sorte que cette tour soit un modèle environnemental. La nouvelle tour Montparnasse verra le jour à l'horizon 2024 pour les Jeux Olympiques, l'occasion de fêter les 50 ans de cette Dame de Verre. 4 octobre 1986, achèvement du plan Delta. Au début des années 50, un raz-de-marée inonde les terres les plus basses du pays et provoque la mort de 1800 personnes. Le choc est grand, il faut prendre une décision. Le plan Delta voit donc le jour et s'achève le 4 octobre 1986. Le projet a pour objectif d'améliorer la sécurité des zones de plus faible altitude des Pays-Bas contre les tempêtes les plus violentes et les inondations. Dans ce pays où 30% du territoire est sous le niveau de la mer et qui a encore en mémoire l'inondation meurtrière de 1953, s'adapter à la montée des eaux est un challenge plus que vital. Le plan Delta et les travaux de Zuiderzi sont considérés comme une prouesse humaine. Ils sont l'une des 7 merveilles du monde moderne selon l'American Society of Civil Engineers. Le plan Delta fut imaginé par Johan van Veen. Il fut mis en œuvre à la suite de l'inondation causée par la mer du Nord en 1953 aux Pays-Bas, afin que ne se reproduisent plus les dégâts qu'elle a occasionnés. Celle-ci avait en effet tué 1835 personnes et forcé l'évacuation de 70 000 autres. 10 000 têtes de bétail se noyaient et 4 500 bâtiments furent détruits. Pour la mise en place du projet, la commission s'est réunie moins de 20 jours après l'inondation. Le plan Delta a pour but de lutter contre les inondations maritimes, en particulier pour les provinces de Zélande, de Hollande méridionale et du Brabant. Les travaux liés au plan Delta se sont déroulés sur une période d'environ 40 ans. Le plan initial prit fin en 1986, mais une autre tranche de travaux s'est achevée en 1997. Des changements climatiques et de la montée du niveau de la mer, les digues doivent être renforcées et rehaussées. Les derniers détails font encore débat. Actuellement, les travaux sont en cours pour les 2 bras de l'ESCO. Le revêtement s'est montré insuffisant et doit être remplacé. De plus, la rehausse de toutes les digues pour être conforme à la norme néerlandaise s'est poursuivie jusqu'en août 2010. Étant donné que plus d'un tiers du pays se trouve sous le niveau de la mer, la tâche s'annonçait difficile. Les dunes le long de la côte furent relevées de plus de 5 mètres et les îles de la Zélande furent reliées par des digues et divers ouvrages d'art. Le plus complexe d'entre eux est un barrage de 9 km de long qui peut être ouvert ou fermé pour protéger la baie, tout en gardant sa salinité, afin de pérenniser la faune sauvage et l'industrie de la pêche. Les ouvrages d'art, d'une longueur totale de 25 km, ont réduit en revanche la côte maritime des Pays-Bas d'environ 700 km. De nouvelles structures sont par ailleurs toujours mises en service. En 2015, la presse mondiale découvrait un système capable de créer des vagues de 5 mètres de hauteur dans un canal, afin de les faire s'écraser contre des prototypes de futures digues. Cependant, un débat fondamental existe à propos des fondements du plan Delta. Le niveau de ces terres baisse
et le niveau des océans augmente. Un réchauffement global est en cours. Donc, les digues vont sans doute devoir être renforcées et rehaussées, créant davantage d'enfoncement du terrain. Certains avancent que le déplacement des villes et l'abandon de terre à la mer serait une solution plus viable à long terme qu'une bataille contre les eaux. Mais ce serait sans connaître le caractère néerlandais qui s'est façonné pendant des siècles de lutte contre les éléments.